Monsieur Gilles Candard. Merci de nous accueillir chez vous et pour ce partage autour de Jean Jaurès. Donc vous êtes un des éminents spécialistes et c'est avec un grand plaisir que nous sommes présents chez vous pour partager sur votre itinéraire, votre rencontre d'abord avec Jaurès, puis ensuite ce que vous avez pu ouvrir comme élément d'intérêt particulier, le cheminement en termes de sympathie que vous avez pu avoir avec lui, et puis peut-être dans un troisième temps, les éléments d'ouverture, les questions contemporaines, les éléments d'ouverture par rapport à aujourd'hui, et les quelques recommandations que vous pourriez donner ensuite en termes d'ouvrages, de lecture, pour les gens qui pourraient s'intéresser et pour lesquels cette vidéo aura ouvert un peu plus largement l'intérêt. Voilà, donc je vous remercie pour ce moment et on démarre votre présentation. Eh bien, je vous remercie d'être venu, d'avoir gravi l'escalier jusque dans mon grenier, de ce vieil immeuble parisien. Donc, vous vous interrogiez sur ma découverte de Jaurès. À dire vrai, j'ai un petit peu oublié sans doute à quel moment j'ai entendu parler de Jaurès pour la première fois. Je me souviens que c'était en tout cas au lycée, mais que j'ai lu pour la première fois du Jaurès. Je connaissais déjà un petit peu son nom, parce que j'étais, disons, passionné par l'histoire déjà lorsque j'étais enfant, quoi, collégien, lycéen, comme ça. Et j'aimais les différentes périodes. A priori, je crois que c'est l'histoire du Moyen-Âge, comme souvent les enfants, que j'aurais aimé pouvoir étudier. Et puis, lycéen, je ne me trouvais pas assez bon en latin pour me lancer dans l'histoire médiévale. Après, j'ai parfois un petit peu regretté en me disant qu'au fond, peut-être que mon niveau moyen ou médiocre, disons, de latiniste, n'était pas rédhibitoire pour travailler en histoire médiévale. Enfin, c'est comme ça. Donc, je m'intéressais évidemment un peu à différentes époques. C'était également, si vous voulez, moi je suis un enfant qui avait 14 ans en 68, j'étais en classe de 3e, donc il y a aussi un petit peu le reflet d'une époque très politisée, où on parlait beaucoup des guerres, de la guerre du Vietnam, la fin des guerres de décolonisation, des perspectives politiques, du socialisme, de la révolution et autres. L'atmosphère était un peu dans cette direction. Et je me souviens qu'effectivement, au lycée, bien, je me suis intéressé disons, au socialisme, ce qu'on pourrait appeler le socialisme français, d'une manière peut-être un petit peu paradoxale et étant un peu dans la critique de l'incritique, parce qu'en 68, comme je n'étais qu'en 3e, les grands du seconde, première terminale qui fondaient un comité d'action et qui allaient manifester, interdisaient aux petits, afin de ne pas discréditer le mouvement, de sortir du lycée. Donc nous devions rester dans la cour du lycée avec des brochures qu'on distribuait de Trotsky, Mao, etc. Et les étudier sérieusement. Alors évidemment, du coup, j'étais un peu contestataire des contestataires, et sans trop le dire, j'étais, disons, peut-être sensibilisé à ce qu'il pouvait y avoir parfois d'un peu affecté ou d'artificiel dans la révolte d'extrême gauche de mes aînés. Et donc je cherchais justement d'autres sources d'inspiration. Alors comme on se moquait beaucoup des politiciens français, eh bien, au profit des grandes figures révolutionnaires, à la Che Guevara, etc., de l'international, eh bien, j'affectais de m'intéresser à la Troisième République, au radical socialisme, au socialisme français. C'était un peu snob, hein, mais bon, si on n'est pas un peu snob à 14 ans, quand est-ce qu'on va l'être, hein. Donc, je me suis intéressé à cette question, et je me souviens que c'était un petit peu après. C'était quand je révisais, donc 2 ans après, en classe de première, le bac de français, qu'un camarade
m'a dit « Ah, mais toi qui t'intéresses à Jaurès et autres, tu sais qu'il existe une association qui s'appelle la Société d'études jaurésiennes et qui édite un bulletin uniquement consacré à Jaurès. » J'ai pensé à l'époque qu'il blaguait, mais ce camarade m'a assuré que non, et il m'a apporté, je me souviens, alors qu'on préparait tous notre épreuve de français, enfin on révisait dans la cour, il m'a apporté un bulletin de la Société d'études jaurésiennes, donc c'était en 70. Il se trouve d'ailleurs que ce camarade, j'ai pas de nouvelles depuis longtemps, mais il est devenu professeur, lui, d'histoire médiévale, donc il peut réaliser mon rêve, et il était notamment professeur à Toulouse avant d'être à la Sorbonne, Philippe Sénac, voilà. Donc c'est par lui que j'ai connu la Société d'études jaurésiennes, que j'ai connu, disons, l'activité de ce petit groupe, et je crois que les premiers textes de Jaurès que j'ai lus directement, c'était le petit volume de Jean Rabot, L'esprit du socialisme, qui a dû paraître lorsque j'étais en première, chez De Noël-Gontier, dans une petite collection de poche, L'esprit du socialisme, avec quelques grands textes. Il y avait au moins le fameux discours de Toulouse, de 1908. Il y avait aussi le discours de Vèze, 1914, contre la guerre. Il y avait idéalisme et matérialisme dans la conception de l'histoire, la controverse avec Lafargue. Et puis, certainement le discours à la jeunesse aussi, le discours de distribution des prix. C'était d'ailleurs un petit volume que j'ai toujours persisté à penser finalement très bien fait, parce qu'il y avait différents aspects de Jaurès qui apparaissaient, le combat politique, mais aussi, en effet, disons, l'homme de culture, l'homme de réflexion, qui s'intéresse, disons, aux grandes questions de l'humanité. Et j'ai continué ensuite à essayer de lire des textes, soit de Jaurès lui-même, soit, disons, de la période, disons, de ce socialisme qui précédait la guerre. Il y avait effectivement une certaine volonté de démarcation qui était en moi, parce que, comme je vous l'ai dit, le paysage politique dans mon lycée était plutôt à une gauche très révolutionnaire. C'était les maoïstes qui dominaient dans mon lycée. En Humanité Rouge, il y avait 80-90 personnes dans les réunions de leur comité. Bon, il y avait aussi des trotskistes, mais beaucoup moins nombreux, des anarchistes. Et donc, moi, dans cette atmosphère-là, j'avais quitté mes premières sympathies, disons, qui me portaient plutôt un peu comme tout le monde à l'époque vers Mendès France et le PSU. Et là aussi, peut-être un peu pour se démarquer, disons, de ce que je trouvais d'un peu trop déclamatoire et d'irréel, et même parfois, j'assume, peut-être d'extrémiste dans ces démarches d'extrême gauche. C'est le moment où je me suis intéressé au communisme français et j'étais militant de l'UNCAN, des jeunesses communistes, du parti communiste français. Mais alors je reconnais que j'étais un peu droitier à l'intérieur de la JC et du PC, parce que c'était d'ailleurs assez amusant, il y avait un clivage entre les camarades qui faisaient plutôt de la philosophie, et qui étaient un peu, disons, d'aile gauche, et les historiens. Nous étions souvent plus dans une démarche, disons, de rassemblement, du Front populaire, de programmes communs que nous revendiquions, etc., dans une logique d'union de la gauche. Et on constituait plutôt un petit peu l'aile droite, disons, d'une organisation un peu faible, parce que le Parti communiste n'était pas très bien vu à l'époque dans le milieu lycéen ou estudiantin, mais néanmoins qui existait. Puis justement, nous avions de contact avec les professeurs du SNES, les parents d'élèves. Voilà, on avait un petit jeu, une bataille politique de l'époque. C'est vrai que c'était très idéologique, beaucoup de controverses doctrinales, on se prenait parfois très au sérieux, je me souviens, effectivement, de discussions passionnées. Et donc, moi j'étais, vous voyez, là aussi un petit peu un marginal des marginaux, parce que le choix communiste était évidemment assez marginal, mais j'étais un communiste pour qui le grand homme n'était pas Lénine. Même parfois dans mes controverses avec les militants maoïstes de l'époque,
j'assumais tout à fait le fait que j'appréciais pas énormément Lénine, que je trouvais être beaucoup trop violent ou dictatorial quand il mettait en place cette dictature, et au contraire, je me référais à Jaurès. Donc je me souviens de camarade Mao qui me traitait d'hypo-khrouchtchevien, ce qui était évidemment une insulte suprême. Je tombais vraiment très très bas dans les rues de gamme. Je cultivais, disons, un petit peu ce jaurécisme. Alors, c'était évidemment un petit peu à la fois, je dirais, dans le militantisme d'époque, à la fois aussi un peu dans la découverte de soi, de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de faire, je dirais, dans la vie politique du temps. Et puis, comme j'aimais beaucoup d'histoire, je me suis orienté vers des études d'histoire. Comme j'étais dans un lycée où existaient des classes préparatoires, mes professeurs m'ont proposé de faire des classes préparatoires. Je ne savais pas que ça existait, donc j'ai fait une cagne. Comme Emmanuel Macron, je n'ai pas intégré. Voilà, j'étais parce que j'avais de faiblesses rédhibitoires justement dans certaines matières, et même si je me débrouillais en histoire. Mais bon, après avoir été admissible, j'ai continué à la fac, et j'ai continué à lire sur cette période. J'ai décidé de faire un mémoire de maîtrise qui allait bien avec mon engagement politique du temps, puisque j'ai suivi de faire ma maîtrise sur la presse socialiste parisienne et la révolution russe de 1905. Donc vous voyez comment le socialisme français peut se positionner, se déterminer par rapport à la première révolution, celle de 1905, donc la question évidemment du bolchevisme et de l'Union soviétique était derrière, mais en même temps c'était pas franchement évidemment déjà 1917, c'était avant quelque chose de plus ouvert, et puis ça m'intéressait de voir comment je commençais à savoir qu'il y avait évidemment des différences entre Jaurès, Gued, Lafargue et les humanistes. J'écoutais les uns et les autres, donc ça m'intéressait. J'ai fait ça sous la direction des professeurs auxquels je voue toujours une éternelle affection, qui était à l'époque Jacques Droz. C'était sa dernière année à la Sorbonne à Paris 1, un grand spécialiste du socialisme et de l'Allemagne, très savant, très bienveillant, très bon guide, et je dirais surtout, parce que c'était celui qui suivait, disons, les étudiants dans leur balbutiement, Jean Métron, c'était lui aussi sa dernière année, et il lui donnait tous les conseils, comment il fallait faire aux archives, en bibliothèque, comment il fallait travailler, etc. Il nous apprenait avec beaucoup de patience, parce qu'il faut bien reconnaître que les étudiants des années 70 étaient à la fois très intéressés, donc à mon avis, parce que j'étais professeur après pendant 40 ans, un public intéressant, mais on était parfois un petit peu pénible, parce que effectivement avec une approche souvent très idéologique, très militante des choses, et il fallait que nos enseignants à la fois gardent le contact en se servant de notre intérêt, j'ai mieux compris ça après évidemment, et en même temps nous amènent à une démarche plus scientifique, plus méthodologique, etc., en nous expliquant, disons un petit peu comment travailler, et a posteriori, j'admire effectivement la patience dont il savait faire preuve. Alors, bon, j'étais à Paris, donc on était relativement, effectivement, comme des étudiants, même les plus doctrinaires d'entre nous étaient relativement sages et sérieux par rapport à d'autres universités. Mais enfin, donc j'ai fait ce mémoire de maîtrise, donc qui m'a amené à lire aussi l'Humanité de 1904, 5, 6, et à lire effectivement les socialistes de l'époque. Donc on continue à m'intéresser à cette période au socialisme et à Jaurès, et dans la foulée, je suis devenu prof d'histoire, j'ai passé des concours, l'agrégation. Je ne pensais pas d'ailleurs faire de la recherche au départ tellement, je pensais enseigner. Alors là, je dirais que c'est un petit peu personnel, ce sont un peu des aléas de la vie, le fait que avec mon épouse, on n'a pas eu d'enfants, et donc j'étais enseignant en collège. Au bout de 2-3 ans, je me suis dit, tiens, au fond, je reprendrai bien contact avec la recherche, parce que je commence à faire un peu le tour de la question, disons, de la pédagogie, de la préparation des cours et autres. J'aimerais bien faire autre chose aussi qu'une activité purement militante. D'ailleurs, entre-temps, pour simplifier, comme j'étais un peu communiste droitier et autres,
Je me suis éloigné aussi du Parti communiste. J'étais un peu fils bignien, disons, entre guillemets. Hein. J'avais bien aimé les rénovateurs tchèques et autres. J'avais été garodiste aussi. J'étais un peu dans ce sillage. Donc je m'étais éloigné du Parti communiste. Ma femme m'a milité chez les socialistes. Bon, qui était plus à gauche d'ailleurs que les socialistes aujourd'hui, mais ça c'est une autre question. Enfin bref, je me suis dit que j'allais refaire de la recherche. Je suis allé voir mes vieux professeurs à Sorbonne, mais ils avaient pris leur retraite. Monsieur Pro m'a reçu très gentiment, mais il devait trouver que mes centres d'intérêt étaient peut-être encore trop militants, peut-être trop idéologiques. Je m'intéressais à l'époque, j'avais envie de faire quelque chose sur Jean Longuet, parce que justement, c'était encore quelqu'un qui m'intéressait par son côté entre-deux. Jean Longuet, c'est celui qui est au congrès de Tours et sur une position un peu centriste, qui hésite à choisir entre socialisme et communisme. Et donc, je trouvais ça intéressant. Puis en même temps, c'était assez éloigné. Parce que ce que je ne voulais pas faire, c'était effectivement une recherche sur une période à laquelle j'aurais été lié de manière militante. Je voulais qu'il y ait une distance. Hein. Quand même, j'avais bien conscience il me semblait que c'était plus intéressant de garder de la distance avec son sujet d'étude. Donc Longuet me paraissait historiquement, politiquement intéressant, puis c'était des questions internationales du socialisme, avant et après le congrès de Tours, très proche de Jaurès. Je n'osais pas aborder Jaurès lui-même, qui me paraissait trop important, trop compliqué, trop difficile, mais avec Longuet, ça me paraissait être un bon angle. Et puis il se trouve que comme mes parents habitaient Bourg-la-Reine, ma femme Anthony, j'avais été élève au lycée d'Acadal à Sceaux. Longuet, lui, s'était installé à Châtenay-Malabry. Enfin, donc, c'est une banlieue que je connaissais très bien. C'était pas un choix localiste, parce qu'on peut pas trop parler, disons, de petite patrie à propos de la banlieue sud. Bon, enfin, il se trouve que, il y avait des choses qui rentraient en résonance. J'avais pensé qu'une thèse sur le Longuet pouvait effectivement me permettre de continuer à travailler un petit peu, disons, autour de Jaurès. Mais ça n'intéressait pas Monsieur Pro, et c'est là que Jacques Giraud, qui faisait partie de l'équipe de Paris 1 et qui me connaissait parce que, je dirais pour des raisons à la fois d'ancien professeur au lycée d'Acadal, de militant communiste aussi local, etc., me dit, écoute, si tu as envie de faire une thèse sur Longuet et que ça ne me convient pas, ça ne plaît pas à notre patron, pourquoi n'essaierais-tu pas d'aller voir Madeleine Rebériou à Vincennes? Donc c'est comme cela que je suis allé. C'était à l'époque où Vincennes allait fermer, donc je me suis aventuré dans ce lieu. J'ai rencontré Madeleine Rebériou, qui elle s'est montrée intéressée par mon sujet, et elle avait lu mon mémoire de maîtrise. Elle m'a demandé donc de m'inscrire en thèse avec elle à Saint-Denis, puisque Vincennes se déplaçait à Saint-Denis, donc, mais toujours à Paris 8, et de faire une thèse sur Longuet. Donc j'ai commencé à fréquenter le séminaire de Madeleine Rebériou à Saint-Denis. Et j'ai fréquenté son séminaire, et je continuais à être à la fois un prof d'histoire. J'avais été dans le Pas-de-Calais, mais j'étais revenu en banlieue parisienne, à voir ma vie, etc., à m'intéresser à ça. Et je pensais faire faire ça de manière un peu tranquille, parce que Madeleine insistait bien sur le fait qu'il n'y avait aucun espoir d'intégrer une université et qu'il fallait faire une thèse pour son intérêt, pour son plaisir. Donc ça m'allait. Puis comme de toute façon c'était le message qui était donné, je le prenais comme tel. Mais assez rapidement, elle m'a demandé de devenir le secrétaire de la Société d'études jaurésiennes et le responsable du bulletin, dont s'occupait jusqu'alors Jean-Pierre Rioux. Mais Jean-Pierre Rioux souhaitait passer la main, parce que ça lui prenait trop de temps par rapport à ses propres recherches et à son travail. Donc j'ai accepté et je suis devenu, disons, le secrétaire de la Société d'études jaurésiennes en 1900. J'étais coopté en 1980, je suis devenu secrétaire en 1981, au moment où Madeleine Rebériou elle-même prenait la succession d'Ernest Labrousse à la présidence. Ce qui fait que j'ai connu la fin de la présidence d'Ernest Labrousse à la Société d'études jaurésiennes. D'ailleurs, les réunions continuent ensuite à se passer dans son appartement de la rue Claude-Bernard. Et j'ai ensuite beaucoup, disons, vécu, continué, appris
aux côtés de Madeleine Rebériou comme secrétaire de la société responsable du bulletin. Alors, je n'avais pas de grandes, disons, des connaissances à la fois de chercheurs ou d'animateurs d'associations. J'ai beaucoup travaillé effectivement avec elle pendant très longtemps, et j'ai à la fois continué ma thèse, mais tout en faisant parfois autre chose. Donc effectivement, m'a dit très rapidement que quand on travaillait à la Société d'études jaurésiennes, il fallait essayer de faire connaître Jaurès, il fallait lire bien sûr d'abord. Donc je me souviens, elle m'a donné le mandat de trouver l'édition qui existait à l'époque encore parfois chez certains bouquinistes. C'est l'édition Bonafou de Chérider des années 30, restait 9 volumes. Donc j'ai reçu la consigne de me l'acheter au plus vite et de la lire. Voilà, donc, je trouvais ça chez Magis, rue Saint-André-des-Arts. Et puis elle m'a demandé de faire aussi une anthologie de Jaurès assez rapidement. Donc ça a été ma première publication sur Jaurès, donc c'était toujours très émouvant d'avoir son nom imprimé. C'est une anthologie qui devait être en 2 volumes aux éditions Ouvrières, devenue après les éditions de l'Atelier, l'Intolérable contre lequel veut combattre Jaurès. Donc j'ai publié cela à l'époque sur le fruit, disons, de mes premières lectures Jaurès. Et puis après j'ai continué, ça n'a pas pu paraître puisque les éditions de Ouvrières avaient des difficultés, mais le tome 2, Les Libertés, un petit peu revu, est paru aux EDI, petit éditeur courageux de l'époque qui a d'ailleurs disparu depuis. Donc j'ai continué à travailler autour et sur Jaurès, avec effectivement Madeleine Rebériou et les autres historiens de la Société d'études jaurésiennes, parce que la Société d'études jaurésiennes était animée par Madeleine Rebériou, mais il y avait d'autres personnalités, d'autres figures, qui d'ailleurs, j'insiste, n'étaient pas forcément du tout des copies conformes de Madeleine Rebériou. Maurice Agulon, Roland Trempé, Colette Chambellan, qui a pris ses distances ensuite, Jean Rabot, qui avait été secrétaire longtemps de la Société d'études jaurésiennes, qui était plutôt un journaliste et qui avait une personnalité avec un fort caractère, Jean-Pierre Rioux lui-même, beaucoup d'autres avaient leur personnalité, avaient leur approche de Jaurès. Ça a toujours été, c'est, j'espère toujours, une association plurielle et diversifiée. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai continué à lire, réfléchir, à travailler sur Jaurès avec les uns et les autres. Alors on a fait plusieurs colloques, on a fait plusieurs publications, on a alors soit en groupe, soit, disons, individuellement les uns et les autres. Et puis l'autre grand projet qui datait des débuts de la Société d'études jaurésiennes, qui est même beaucoup plus ancien, qui remonte quasiment à la suite de la mort de Jaurès, était de réussir à parvenir à faire une édition des œuvres de Jaurès. Alors non pas une édition intégrale des œuvres de Jaurès qui représenterait plus de 100 volumes, nettement plus de 100 volumes et qui ne serait pas lisible. Mais on avait le projet de faire ce qui était un peu le projet déjà de l'entre-deux-guerres, une publication en 15 à 20 volumes. On a eu beaucoup de mal avec Madeleine à trouver, disons, un éditeur qui serait intéressé à trouver la formule possible. Je peux dire que j'ai connu à peu près tous les éditeurs, enfin de très nombreux éditeurs en tout cas. Mais finalement, nous avons réussi à trouver un accord avec les éditions Fayard, et nous avons commencé la publication des œuvres de Jaurès chez Fayard. Alors une publication prévue en 18 volumes, et à l'heure actuelle, il y a 16 volumes de parus. Les premiers ont pu paraître du vivant encore de Madeleine Rebériou, ce qui est une grande joie, enfin deux ou trois. Nous avons continué ensuite et nous allons achever dans les 2 années à venir.